Bien, bonjour à toutes et à tous. C'est bien rempli, hein. Alors, je dis ça parce qu'il paraît que vous êtes dans un lieu très décentré, malgré tout, hein, décentré ou pas. Eh bien, comme à chaque fois, nous sommes capables de remplir des salles. Alors, j'ai bien aimé la chanson de Michel Tavel. Alors, moi, en fait, c'était pas les mêmes paroles. En mai 80, j'étais avec la LCR. C'était « Tout est à nous, rien n'est à eux. Tous ceux qui le sont, ils nous l'ont volé. Nationalisation sous contrôle ouvrier, sans rachat ni indemnité ». Mais c'était le même air. Michel, merci de cette chanson qui m'a rappelé bien des souvenirs et qui reste actuelle. Parce qu'effectivement, tout est à nous, rien n'est à eux. Mais le problème, c'est qu'ils nous l'ont volé. Je vais y revenir tout à l'heure. Bien. Alors, je suis très content d'être là ce soir. Pour plein de raisons. D'abord, c'est le soutien à Aziza Ouiwa qui est ici. Pourquoi je suis très content de soutenir Aziza, c'est qu'il se trouve que non seulement Aziza est collaboratrice d'un de mes collègues et ami Thomas Porte, mais en plus de ça, il se trouve qu'en février 2024, nous étions ensemble, avec également Manon Montmirail qui est ici, qui est ma collaboratrice et qui est tête de liste à Saint-Ouen. Nous étions ensemble et nous sommes à la frontière de Gaza, c'est-à-dire côté Rafah, pour exiger le cessez-le-feu. Et à ce jour, il s'agit de la première et dernière délégation de parlementaires nationaux qui sont venus de ce côté-là, juste à portée de voix donc des Gazaouites, pour leur dire le soutien. Je veux dire qu'à l'époque, on n'imaginait pas que la guerre et le génocide allaient continuer et perdurer. Et c'est vrai que, quelque part, le lien qui est resté entre les gens qui étaient de ce déplacement n'était pas beaucoup. Il y avait des députés communistes, insoumis, écologistes, et puis donc des collaboratrices des députés. Eh bien, je trouve que ça a fait des liens très forts. Et de ce fait-là, je trouve que Aziza, ce jour-là, a montré qu'elle n'était pas seulement une collaboratrice, ce qui est déjà beaucoup, c'est pas rien, mais qu'elle était effectivement une responsable politique en devenir, se battant pour des causes internationalistes, notamment pour la cause palestinienne. Donc Aziza, je suis très content d'être ici ce soir pour te soutenir. Je suis aussi content par rapport à Henriette Zuguéli, voilà, parce que Henriette et moi on se connaît bien, on était conseillers régionaux tous les deux de l'époque du Front de gauche, l'époque pas si mauvaise, puisqu'on se retrouve ici. Et Henriette, c'est une des grandes voix féministes et communistes de Seine-Saint-Denis. Et je suis très content, Henriette, que je vienne également de soutenir sur cette liste. Et puis également, je ne vous cite pas tous, mais je suis content aussi de voir Bertrand Amache, que j'ai souvent été soutenir en tant que syndicaliste RATP. La dernière fois que je t'ai vu, Bertrand, c'était dans un moment moins agréable, puisqu'il s'agissait de l'hommage à Philippe Jurabert, collègue à toi et CGTiste également, qui a disparu au mois de novembre dernier. Et tu avais dit des mots très forts, donc je suis aussi content, Bertrand, de venir te soutenir ici ce soir. Bien, moi j'ai charge un petit peu de, j'allais dire, montrer le caractère aussi national de ce scrutin municipal. Alors je pense que ça a été fait précédemment, Aziza va le faire très certainement, pour indiquer en quoi le bulletin de vote de cette liste de gauche est celui qui doit émerger et être majoritaire lors des élections du 15 mars, pas du 22 mars, j'ai compris qu'il y aurait qu'un tour, donc le 15 mars, il faut passer des sages, hein, parce qu'il y a des gens qui disent « Oh, il y a le deuxième tour, ça prend ici, c'est le 15 mars », donc on l'aura compris, j'y reviendrai tout à l'heure, mais il y a plein de raisons ici, effectivement, pour lesquelles il faut voter dès le premier tour et faire en sorte que Aziza devienne maire de Neuilly-sur-Marne. Il y a aussi des raisons nationales, tout simplement parce que cette élection, elle vient à un moment charnière. C'est la première élection depuis juillet 2024 qui a vu les forces du nouveau Front populaire arriver en tête des élections et qui a vu aussi malheureusement le vol de ces élections par Emmanuel Macron, qui a permis en gros à ceux qui avaient été battus de continuer à gouverner exactement, espère-t-il, sur le même programme qui lui aussi avait été battu, parce que pour le coup, on a dit est-ce qu'il y a des gagnants, etc. Enfin, il y avait bien des perdants qui étaient le macronisme. Donc, ce bulletin de vote, il doit nous servir à quelque chose. Il doit nous servir à dire que nous censurons le macronisme et le gouvernement Macron dans l'année qui lui reste à gouverner ce pays. Voilà. C'est un message fort de rapport de force à envoyer. Alors comme on est tous ensemble, je ne polémiquerai pas sur le fait qu'on n'a pas réussi à censurer
avec nos camarades communistes et écologistes, les gouvernements, mais je crois qu'on est en tout cas tous convaincus ici dans la salle qu'il faut en finir au plus vite avec le macronisme, et si on n'y arrive pas avant les élections, ce qui sera vraisemblable présidentielle l'année prochaine, essayer au moins de faire des communes de résistance par rapport aux mauvais coups de la politique macroniste. Et ces mauvais coups, ils sont nombreux. Je vais simplement parler de la question du budget. Ne vous inquiétez pas, je ne donnerai pas trop de chiffres, parce que c'est un peu mon tort en tant que président de la commission des finances, mais juste pour voir les dégâts du budget qui a été adopté, qui finalement ressemble fortement à tous les autres budgets macronistes. Le premier problème, c'est que le macronisme, je pense que ce qui le marque, ce qui le symbolise le plus, c'est qu'il a, en France, fait en sorte qu'il y ait une véritable noblesse d'argent, et je pèse mes mots, qui émerge. Alors vous me direz, les inégalités ne sont pas nées avec Macron, ça c'est vrai. Les cadeaux fiscaux plus riches ne sont pas nés avec Macron, ça c'est vrai. Mais par contre, jamais on avait eu depuis très certainement le 19e siècle, en réalité, le fait de donner tellement d'avantages à quelques milliers de personnes seulement, qu'aujourd'hui, on peut dire qu'effectivement, il y a des gens qui vivent non seulement dans un autre monde, mais qui surtout additionnent et augmentent leur richesse de telle manière que ça nous prend à nous tous, à tous ceux qui produisent les richesses dans ce pays. Je vais vous donner 2 chiffres. Les 500 personnes les plus riches de ce pays, les 500 personnes, c'est quasiment des milliardaires ou presque. Elles possédaient en 2017 à peu près 20% de la richesse nationale, ce qu'on appelle le PIB. Moins de 10 ans après, c'est-à-dire aujourd'hui, elles possèdent 40% de la richesse nationale. C'est-à-dire qu'elles ont doublé leur richesse. Et croyez-moi, quand ces gens-là doublent leur richesse, ce n'est pas le SMIC. C'est plus 600 milliards à 500 personnes. Et dans le même temps, cette richesse nationale, eh bien, figurez-vous, elle n'a pas doublé. Hein, c'est un peu ce qu'on nous dit souvent quand on demande à taxer un peu plus les riches, on dit mais vous n'aimez pas les riches, vous êtes des jaloux. Quoi. Regardez, c'est bien, ils accumulent les richesses, ils enrichissent tout le monde. Ben non, ils n'enrichissent pas tout le monde. Le fait qu'ils se soient eux enrichis n'a pas enrichi le pays de la même manière. Donc s'ils ont doublé leur richesse et que la richesse nationale, elle n'a pas doublé, eh bien c'est assez simple de savoir qu'en réalité, ils ont doublé leur richesse sur le dos de tout le monde. Des salariés, des commerçants, des artisans, des PME, etc., etc. Voilà. Le propre du macronisme, grâce à des cadeaux fiscaux absolument gigantesques, dont les 2 premiers sont la suppression de l'ISF et le fait aussi d'avoir permis un espèce de bouclier du capital qui fait que quand vous avez vos revenus tirés du capital, vous êtes beaucoup moins taxés que quand vos revenus sont tirés du travail. Ils ont créé j'allais dire quelques milliers de personnes qui sont super riches. À tel point, et c'est le propre de ce qui s'est passé, c'est que ces gens-là ne payent quasiment pas d'impôt sur le revenu, voire 0 € d'impôt sur le revenu. Macron leur a offert des manières de, j'allais dire, contourner l'impôt sur le revenu, qui fait que vous avez maintenant plusieurs dizaines de milliers. Moi j'étais à Bercy, je l'ai vérifié, hein. C'était un ministre de l'économie, Éric Lombard, je ne sais pas ce qu'il a eu comme tout d'un coup, je ne sais pas s'il a eu un problème de conscience, qu'il avait été ministre de l'économie, il n'avait rien dit. Enfin, et là, tout d'un coup, il en est sorti, il a expliqué, il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ne payent pas l'impôt sur le revenu. Moi, j'ai été voir, c'est vrai. Et le problème de derrière ça, que ces gens-là ne payent pas d'impôt sur le revenu, ça fait que, globalement, sur tous leurs revenus, c'est-à-dire y compris leurs revenus professionnels, considérez qu'ils sont taxés 2 fois moins proportionnellement que la moyenne des Français. C'est-à-dire que c'est des gens ultra riches, et ce n'est pas le fait de vouloir leur faire payer plus d'impôts, c'est simplement leur faire payer au moins autant d'impôts que les gens dans ce pays de manière normale. Et les conséquences de tout ça, c'est que non seulement ça mine les bases de la promesse républicaine, du pacte républicain, liberté, égalité, fraternité, mais en plus de ça, ça nous coûte un peu de dingue. C'est-à-dire que chaque année, ces cadeaux fiscaux, c'est des dizaines de milliards d'euros qui ne rentrent pas dans les caisses de l'État et qui expliquent pourquoi les déficits ont explosé. Voilà, c'est ça le macronisme. Il a produit une espèce de casse typique d'Ancien Régime. Alors en plus, je ne vous dis pas, mais il a fait plein de niches fiscales qui permettent en plus d'exonérer les héritages. Donc ces gens-là, non seulement ils s'enrichissent de leur vivant, mais en plus, aussitôt qu'ils ont des enfants, à peine si les enfants savent marcher, ils sont déjà immensément riches. C'est tout à fait la constitution d'une noblesse, hein, qui, selon que vous soyez où vous soyez né, eh ben, vous êtes déjà riche. Première caractéristique, évidemment, qui pèse sur tout le monde. Deuxième caractéristique de ces budgets, c'est que, comme il faut respecter les déficits, disent-ils, parce que vous imaginez bien, il y a la dette, etc., eh bien, pour réduire les déficits, comme il laisse les cadeaux fiscaux intacts, eh bien, il propose de payer sur les dépenses publiques
les services publics qui sont très souvent la richesse de ceux qui n'en ont pas. Donc ça a des conséquences, je vous en donne très peu, mais rendez-vous compte par exemple que le sport, comment le sport, c'est intéressant, le sport, il y a beaucoup de budget qui passe dans le sport. On est dans un département où on nous avait dit, il y a les Jeux Olympiques, ça va être merveilleux, et les Jeux Olympiques, ça va faire un héritage sportif. En 2 ans, le budget du sport en France, c'est moins 30%. Alors, autrement dit, je vous le dis à l'avance, si vous avez des enfants qui ont regardé les exploits des sportifs, des Jeux Olympiques, qui se disent, tiens, je ferais bien tel ou tel sport, etc., eh ben, ils vont pouvoir, à mon avis, attendre très longtemps parce que les équipements ne vont pas suivre. Je prends un autre exemple, la culture, moins 6%, l'emploi, moins 8%, l'action extérieure de l'État, la diplomatie, moins 2%, etc. Autrement dit, à part les ministères qui est régalien, c'est des baisses de budget absolument drastiques. Et le pire peut-être de ces baisses, qui là aussi impacte notre vie, là je ne sais pas si vous avez vu, mais on a eu le mois de février à la fois le plus chaud depuis des décennies, mais aussi le plus pluvieux. Ça, c'est le dérèglement climatique. Le dérèglement climatique, pour respecter les accords de Paris, aujourd'hui, à peu près tous les économistes s'accordent pour dire qu'il faudrait environ 37 milliards de plus d'investissement pour la question fondamentale qui est de pouvoir continuer à respirer sur cette planète par an. Eh bien, ça fait 2 ans, pour laisser intact les cadeaux fiscaux aux plus riches, que les budgets de l'environnement de ce pays baissent. La conséquence de ça, c'est qu'on se retrouve dans une situation où, alors que les émissions de gaz à effet de serre doivent baisser de 5% pour respecter les accords de Paris, on les a un peu tutoyés pendant quelques années, et bien ça fait 2 ans qu'ils ne baissent plus que de 1%. Autrement dit, en réalité, ces gens-là font des espèces de politiques à la Trump, écocidaires, un peu plus light, mais franchement, ce n'est pas au niveau où ça devrait être. Les conséquences, c'est aussi pour les collectivités, pour les budgets de nos collectivités. C'est par exemple, encore cette année, 2 milliards en moins pour les communes. Donc inutile de vous dire qu'on demande toujours plus aux communes, mais on leur donne toujours moins, y compris toujours moins d'autonomie fiscale, puisque vous savez qu'il y a plein d'impôts qui ont disparu comme ça, qui sont remplacés par la TVA. Quand il y a de la TVA, ça va, le jour où il n'y en a plus, comme en ce moment où ça commence à régresser, ça ne va plus, et surtout, ça enlève évidemment l'autonomie fiscale pour les collectivités. Et puis dernier exemple aussi, je reviens sur l'environnement, mais dans les baisses du budget de l'environnement, il y avait quelque chose qui était pas mal, qui s'appelait le fonds vert. Le fonds vert, ça permettait d'amorcer des budgets pour les collectivités qui voulaient investir dans l'environnement. L'État mettait de l'argent et les collectivités mettaient le reste. Et bien, ce fonds vert qui a été créé il y a seulement 3 ans, dans les 2 dernières années, il a baissé de 75%. Donc inutile de vous dire que l'investissement public des collectivités en matière d'écologie, qui va impacter notre vie de tous les jours, c'est pour ça qu'il faut se rendre compte, eh bien, le moins qu'on peut dire, c'est qu'il va évidemment diminuer. Et si on sait que dans l'investissement public global, l'investissement des collectivités, c'est 75% de l'investissement, vous voyez le problème que nous avons et qui, en plus de ça, évidemment, pose des problèmes au niveau de l'économie. Enfin, ce budget qui est devant nous, c'est aussi un budget de discrimination. Ils ont réussi à faire passer des articles, pourtant avaient été battus à l'Assemblée nationale. Ils l'ont fait passer par le 49.3, puisqu'on a mis l'occasion de voter le budget depuis maintenant 2022, on nous passe par 49.3, donc, qui est quand même assez paradoxal, parce que le budget, c'est quand même théoriquement une des missions premières de l'Assemblée. Eh bien, ce qui n'avait pas été voté à l'Assemblée a été mis par le 49.3. C'est quoi, par exemple? Eh bien, tout simplement, et je suis sûr que ici, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de gens que vous connaissez qui vont être impactés, c'est que désormais, les APL, les étudiants extra-communautaires qui n'appartiennent pas à l'Union européenne, seront exclus des APL. Dit comme ça, on se dit, bon, c'est pas normal, mais le problème, surtout le problème principal, c'est que pour la première fois, on vient de décider dans ce pays que des aides sociales seraient déterminées par votre nationalité. C'est hérité du programme du Front National. J'ai bien du Front National. C'est le premier à proposer ça, c'est Jean-Marie Le Pen. Eh bien, on l'a, dans ce budget, on a cette mesure discriminatoire. Une autre mesure discriminatoire, moi je ne sais pas vous, mais je pense que Thomas c'est la même chose, la moitié des personnes qui viennent dans ma permanence, il y en a une moitié c'est pour le logement, l'autre moitié en général c'est pour des problèmes de papier. Et c'est souvent des gens qui normalement ont le droit d'avoir des papiers. Il y a aussi des gens qui sont, entre guillemets, irréguliers, avec les mesures retaillées, c'est de plus en plus difficile en France éviter les OQTF, mais il y a surtout des gens qui ont le droit d'avoir leur papier. Le problème, c'est que
les préfectures sont tellement surchargées, qu'on est passé au plus numérique, que des gens, par exemple, attendent 1 an des fois pour avoir leur papier, ils sont très inquiets, parce que ça les fait passer dans l'illégalité, et c'est un peu la même chose qu'on veut écrire à la nationalité. Eh bien, figurez-vous que non seulement cette espèce de chemin de croix pour avoir ces papiers existe, mais là, dans ce projet de loi, ils ont décidé d'augmenter le droit de timbre pour avoir ces papiers de 3 à 4 fois. C'est-à-dire que ces gens, qui sont souvent des gens défavorisés, non seulement devront attendre des mois et des mois avant d'avoir ce qu'ils ont droit d'avoir, mais en plus ils vont payer 3 à 4 fois plus cher. Voilà le budget qui nous a été imposé et que je vous propose quelque part de manière au moins symbolique eh bien, de censurer pour avoir des communes de résistance par rapport à tout ça. Un petit détail encore, c'est que comme on va supporter 1 an de macronisme et qu'ils se sont débarrassés du budget, ils vont maintenant essayer de faire passer des lois en choisissant les majorités qui vont les passer. Autrement dit, ils vont s'adresser à une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale qui va du Rassemblement national au bloc central, c'est-à-dire au macronisme. Quand je vous dis ça, c'est pas abstrait, c'est la réalité. Donc ils ont prévu toute une ribambelle de lois sécuritaires, discriminatoires, qui devraient passer au printemps. Je donne un exemple de ces lois. Ils ont prévu de faire passer le fait que les policiers, désormais, pourront tirer sur une présomption de légitime défense. Ça a été évité parce que les partis de gauche, ça a été proposé à une niche des Républicains, le parti du maire. Les Républicains, il faut que ça passe avant minuit, les partis de gauche ont réussi à ralentir la chose. Mais le gouvernement a déjà dit qu'il allait reprendre cette loi. Juste pour comprendre en quoi c'est dramatique. La personne qui a été tuée par la milice fasciste de Trump, ICE, aux États-Unis, le gouvernement américain, pour expliquer qu'il a été tué, a dit qu'il se sentait en danger. ICE. C'est ça la présomption légitime défense. Vous vous sentez en danger et vous savez votre arme. Alors, j'allais dire dans un moment où le nombre de personnes tuées par la police sur des faits qui, entre guillemets, ne pouvaient valoir d'être tués. C'est-à-dire qu'on a des situations, par exemple, simplement des gens qui ne s'arrêtent pas quand on leur demande de s'arrêter, etc., qui ne devraient pas nous faire risquer la peine de mort. Décider d'une telle mesure est absolument dramatique. Donc, je vous rappelle que cette semaine, par exemple, et c'est un peu dans le même esprit, on a la Cour de justice de Versailles qui a décidé que le meurtrier de Naël, ce jeune de Nanterre, ne serait plus jugé pour meurtre, mais serait jugé pour une violence n'ayant pas voulu entraîner la mort. Bon, je ne sais pas si ça va être une jurisprudence qui s'établit, mais quand vous prenez un pistolet que vous mettez à bout touchant son cœur, en général, bon, vous prenez le risque quand même de tuer la personne. Ben là, on va juger que parce qu'il est policier, ce n'est pas le cas. Donc voilà le type de loi qu'on va devoir subir à l'Assemblée nationale, et malheureusement qui vont, à mon avis, être votées, et qui vont là aussi nécessiter d'avoir des communes qui offrent des résistances. Et puis une loi, je m'en voudrais de ne pas la présenter, c'est la loi que nous propose sur l'antisémitisme, la loi Yadon, qui va être reprise par le gouvernement dans les semaines à venir. Alors on peut tous se dire, point le premier, une loi qui punit davantage l'antisémitisme et tous les racismes, on est pour, pas de problème. Sauf que là, c'est une loi un peu spéciale, parce qu'il vous suffira de critiquer l'État d'Israël, par exemple de dire que l'État d'Israël commet un génocide. On va considérer que quand vous dites que l'État d'Israël commet un génocide, ce qu'on reconnaît la Cour de justice internationale, eh bien en réalité vous faites un parallèle avec la Deuxième Guerre mondiale et que donc c'est antisémite. C'est ce qu'il y a dans cette loi. Bon. Donc on voit bien un peu ce qui nous attend. Donc le bulletin de vote, premier bulletin de vote, raison pour lesquelles il faut voter pour cette liste, c'est de censurer cette politique et une résistance. Deuxième raison de voter pour cette liste, c'est ce que j'appellerais voter pour l'antifascisme et l'antiracisme. On a tout quelque chose qui se développe dans le monde, on va dire, je pourrais appeler autrement que le fascisme, qui est le suprémacisme. Voilà. Il y a dans les politiques actuellement nationales et internationales le suprémacisme qui est évidemment très... Alors, c'est vrai dans les rapports hommes-femmes. Et la veille du 8 mars, il faut le rappeler sans arrêt, et que les rapports hommes-femmes, d'ailleurs, à certains moments en politique, ils s'expriment de manière suprémaciste. Je pense que Annika Ankanka, pardon, que je connais mal, donc j'ai mal peut-être prononcé son nom, je ne crois pas, c'est exactement ce qu'elle a vécu avec le maire ici. C'est bien un rapport de force qui s'établit sur la question suprémaciste. Et là, en plus, à mon avis, il y a un double suprémacisme qui s'établit. Femme et en plus racisée. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'exprime de ça.
Donc ça, c'est le suprémacisme. L'autre forme de suprémacisme, évidemment, c'est tous les racistes, toute l'islamophobie qu'on voit se développer dans ce pays. Mais c'est aussi, évidemment, tout ce qui se passe au niveau international. On voit bien que derrière les politiques de Donald Trump et de Netanyahou, c'est la fin du droit international et le fait de donner l'autorisation d'intervenir dans n'importe quel pays au nom du droit du plus fort. Sans même d'ailleurs avoir comme préoccupation le sort de la population. Ils n'interviennent pas en Iran pour, j'allais dire, se soucier du sort du malheureux peuple iranien, effectivement, sous le joug des mollahs depuis trop longtemps. Ils interviennent pour le pétrole, ils interviennent pour couper les approvisionnements à la Chine, ils interviennent pour établir un rapport de force géopolitique. Et donc, cette politique, cette question de suprémacisme qui s'est traduite dans les politiques, notamment du gouvernement Netanyahou, aujourd'hui se traduit au risque d'un conflit généralisé, un conflit mondial, dans ce qui se passe dans cette région du monde, avec effectivement là bien des dangers, et notamment pour un pays avec lequel on a un accord de défense qu'il faudrait peut-être défendre d'une manière ou d'une autre, et pas seulement s'occuper de condamner, qui est le Liban, où maintenant c'est l'ONU qui est pilonné au Liban, avec des choses qui sont évidemment extrêmement dangereux, et pas seulement pour la paix du monde, mais pour les populations. Donc ce bulletin de vote antiraciste, antifasciste, anti-suprémaciste, le seul évidemment sur cette circonscription, c'est celui de toute la gauche que mène Aziza. Je voudrais, de ce point de vue-là, terminer sur évoquer la situation et le contexte, et quelque part, vous allez voir, rendre hommage à ce que vous êtes en train de produire ici, qui j'espère va être un éclaireur pour tous les deuxièmes tours des élections municipales. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien que dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui, on a un pouvoir, on a ce qu'on appelle l'extrême centre, le bloc central, appelez-le comme vous voulez, qui se dit maintenant on a un an pour préparer les élections. Bien. Dans cette année, ils espèrent plus combattre l'extrême droite. Emmanuel Macron avait promis en 2017 d'éradiquer les SDF, pas d'éradiquer les SDF, mais de faire en sorte qu'il n'y ait plus de SDF dans la rue, le chômage, et le troisième, c'était l'extrême droite. Il a raté les trois. Il y a 2 fois plus aujourd'hui de personnes qui dorment dans la rue qu'en 2017. Le chômage remonte à la hausse, etc. Et puis la troisième chose, c'est qu'il est arrivé, les 8 députés du RN, aujourd'hui, ils sont 130, 140. Donc là, c'est un échec. Donc ces gens-là se disent, ça ne va pas passer, c'est plus possible, c'est même pas la peine. Donc qu'est-ce qu'ils se disent ? Pour essayer, eux, de conserver le pouvoir, pour continuer à appliquer des politiques néolibérales, eh bien on va attaquer ceux qui sont susceptibles de combattre le RN, en tout cas en meilleure position, à gauche, c'est-à-dire France Insoumise. Voilà exactement la construction sur laquelle nous vivons, et je demande à ceux qui en doutent de bien regarder comment cette situation est en train de s'éclairer. D'abord, ça a consisté à essayer de nous classer à l'extrême gauche. Bon, moi, j'ai rien contre l'extrême gauche, j'en ai été. Simplement, nous n'avons pas les mêmes stratégies que l'extrême gauche. C'est même pas déshonorant, mais on voit bien que si on veut nous classer à l'extrême gauche, c'est d'une certaine manière pour nous marginaliser, nous latéraliser et éviter éventuellement les alliances avec le reste de la gauche. C'est un premier travail qui a été fait. D'ailleurs, je note en passant que les arguments qui ont été avancés sont assez lunaires. On nous a dit, par exemple, que nous serions contre les... on nous a dit, vous voulez trop censurer le gouvernement. Bon. Alors, moi, ce qu'on peut dire, c'est que qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que censurer le gouvernement quand on fait 32-49-3 depuis 2022. Puis leur problème, c'est qu'en plus, on n'était pas les seuls, nos amis communistes, il y a nos amis écologistes qui étaient parmi eux, donc ça ne marchait pas trop. Alors ils ont été ici, ils se sont dit après, bon, l'argument c'est d'expliquer qu'on serait contre les institutions de la judiciaire. Bon, c'est un peu gênant parce que en 2019, quand les syndicats de policiers ont manifesté devant l'Assemblée nationale pour dire le problème de la police et la justice, nous on n'y était pas, je crois. Il y avait des membres du gouvernement, je me rappelle, il y avait Darmanin qui manifestait avec eux, mais nous, on n'y était pas. La troisième chose, ils nous ont dit, vous n'êtes plus assez universaliste. Alors ça, c'est la critique qu'on fait à tous les gens qui pensent qu'il faut continuer à combattre le racisme dans ce pays. On leur explique que comme ils disent qu'il faut combattre le racisme, c'est des racistes, parce qu'ils admettent la race. Ça paraît aberrant, mais c'est un peu leur type d'argument utilisé. Puis l'année qu'on nous a dit, et je le dis, je ne le dis pas parce que ce n'était pas la volonté pour le coup du Parti socialiste, on nous a dit vous êtes extrême gauche parce que vous vous opposez au Parti socialiste et vous faites des listes indépendantes du Parti socialiste. Je veux dire que comme argument pour classer à l'extrême gauche, c'est un peu bizarre quand même, c'est-à-dire qu'on serait classé à l'extrême gauche d'après les alliances qu'on peut faire ou pas. Bien, ça a été une première chose, et puis la deuxième, ça n'a pas suffi,
Et donc vous voyez que depuis quelque temps, notamment depuis la mort du jeune identitaire à Lyon, il y a une nouvelle couche qui est mise. Nous serions responsables de sa mort, alors que pour notre part, comme toutes les autres formations de gauche, nous avons toujours dit que la violence n'est pas une solution et que nous étions opposés à la pratique de la violence et que nous refusions évidemment cet état de fait. Notez que ça a servi aussi pour les gens qui nous ont attaqués à faire une espèce d'inversion des valeurs où tout d'un coup on renvoyait à dos fascistes et antifascistes. Hein, c'était un peu ça, et qu'on oubliait que, je le signale pour les gens qui ne savent pas, mais 90% des violences de ce pays politique depuis 20 ans sont le fait de l'extrême droite. D'accord ? Il y a eu très peu de violences qui viennent en réalité du côté de la gauche antifasciste, ça vient de l'extrême droite. Enfin, ça a été une première raison. Puis la deuxième, encore une fois, ça a été la question de l'antisémitisme qu'on essaye de nous accoler à la peau, même si pour le coup, et comme ça avait été le cas exactement en Angleterre avec Corbyn, évidemment nous récusons absolument ces calomnies. Mais ça a des conséquences. Pourquoi c'est fait? C'est ça qui est intéressant. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est fait pour que les partisans du système essayent d'une manière ou d'une autre de sauver leur peau et de sauver le système qu'ils défendent. Alors il y a plusieurs versions. Il y a, je parle parce que le maire en fait partie, il y a ce qui se passe avec la droite ex-républicaine. Je dis la droite ex-républicaine parce que pendant des décennies, ils ont été un barrage de l'épuration nationale et que maintenant, ils nous expliquent que finalement, ils envisagent des alliances avec l'extrême droite, bon, ce qui est un problème pour notre pays, parce que c'est quelque chose qui avait quand même tenu et qui avait fait en sorte que l'extrême droite ne prenne pas le pouvoir. Donc maintenant, ils sont cet état des faits. Je dois dire que quand vous avez des gens comme Retailleau et Wauquiez, qui se permettent de dire à la gauche, nous saumons de ne plus faire de l'alliance avec LFI, et qu'eux se préparent des alliances allant jusqu'à Reconquête avant de s'allier à l'épuration nationale, c'est un peu fort de café, et on voit bien le piège. Et je le dis, parce qu'il paraît que votre maire est républicain, qu'il est proche de Retailleau, et que je voudrais tous rappeler à tout le monde que Retailleau est juste le ministre de l'Intérieur, qui a expliqué qu'il y avait des Français de papier dans le pays, qui est une expression de Vichy, hein, c'est-à-dire que c'est des Français qui ne seraient pas nés en France, donc ce seraient des Français inférieurs, parce qu'ils auraient leur papier. Bon, à l'époque, c'était les Juifs, c'était les étrangers, etc. C'est lui qui en est l'aspirateur, qui a dit à bas le voile, pour un ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire sortant complètement de la laïcité, qui est aussi le fait de respecter les croyances des gens et non pas de chercher une religion parmi d'autres, et puis aussi qui a expliqué qu'il était pour remplacer le droit du sol, qui est consubstantiel à la République française, par le droit du sang. Bon, Retailleau a fait tout ça, et personne ne s'étonne tellement que cette personne donne des leçons à la gauche dans les alliances qu'elle peut faire, alors qu'elle prépare des alliances avec l'extrême droite, qui est une des particularités du moment, et sur lequel, à mon avis, rien que ça suffit à ne pas voter pour la liste du maire sortant ici. Le deuxième élément que l'on voit dans cette chose un peu ambiguë, c'est que dans le même temps, vous avez par exemple la semaine dernière quelqu'un comme Aurore Berger, ministre du gouvernement, qui explique que maintenant elle veut des accords avec le Rassemblement national. Elle le dit au deuxième tour, qui explique qu'elle reprend une expression en disant que la France insoumise, c'est l'anti-France. Alors l'anti-France aussi, pour ceux qui ne savent pas ici, c'était une expression utilisée par le gouvernement de Vichy, par Maurras d'abord, qui était un théoricien de l'extrême droite d'apparence, puis le gouvernement de Vichy, et qui catégorisait les Français dans l'anti-France, c'était les Juifs, les étrangers, les communistes et les francs-maçons qui étaient rangés dans cette catégorie. Elle leur prend. Et là, vous remarquez que, elle, c'est pas grave, il n'y a pas de bandeau BFM pour l'interroger sur ce qu'elle a voulu dire, que ça passe crème, etc. Et nous, pour un problème de prononciation de nom, que nous récusons évidemment comme la signification que vous donnez, on se paye des journées et des journées de politique. Donc ça dit bien le moment que nous venons, que nous connaissons, et j'attirerai quelque chose, une attention aussi, y compris à certains moments aux formations de gauche qui pourraient en tirer la conclusion. Par rapport aux formations de gauche qui se posent à partir de là des problèmes d'alliance avec France Insoumise, je voudrais dire à quel point c'est le risque d'ouvrir la voie à la droite et à l'extrême droite pour les municipales et pour les victoires nationales. Bien. Là, on a depuis 2 jours des conséquences un peu sur leur déclaration. Hier, c'est un meeting insoumis à Fâche-Tuménil dans le Nord qui s'est fait attaquer par 15 fascistes. Aujourd'hui, hier, c'est une colistière France Insoumise qui s'est fait menacer avec des coups de couteau à Strasbourg. L'autre jour, c'était une députée Marianne Maxime.
Et puis, comme en réalité l'extrême droite ne regarde pas les étiquettes entre nous, il y a hier, je crois, c'est une colistière, cette fois-ci, du candidat socialiste à la mairie de Marseille, Benoît Payan, qui s'est fait menacer de la même manière, parce que, évidemment, l'extrême droite ne regarde pas les différences entre nous de ce point de vue-là, fait pas le tri, mais évidemment est une menace pour tout le monde. Pourquoi je vous dis tout ça par rapport à ce qui se préfigure? C'est que, moi, ce que je souhaite ici, c'est qu'on voit bien que vous allez avoir qu'un seul tour. Et quelque part, vous êtes les éclaireurs de ce qui doit se passer dans le pays. J'allais presque vous dire qu'ici, vous avez une responsabilité. Parce que si vous arrivez, alors que vous êtes unis, à faire en sorte de battre le maire de droite de cette ville, de très à droite, puisqu'il est proche de Retailleau, eh bien, vous aurez, d'une certaine manière, ouvert la voie ici, à Neuilly-sur-Marne, pour le deuxième tour, ailleurs en France. Bon. C'est donc dire l'espoir que vous avez entre vos mains pour le bulletin de vote et pourquoi il faut aller expliquer ça, j'allais dire au-delà, en plus des considérants locaux, à tous ceux qui peut-être hésitent encore, notamment les jeunes, etc., avec le bulletin de vote dans l'urne le 15 mars, parce que comme je l'ai dit, il n'y aura qu'un tour. Et en plus, vous devez le faire, et je dirais, je terminerai là-dessus, parce que les résultats des élections précédentes vous donnent tous les espoirs. Bon, manifestement, j'ai pu comprendre que le maire sortant avait été élu avec un score, et c'était toujours astronomique, mais c'était un peu dans un contexte spécial. Et si j'entends aujourd'hui Annika parler, je constate peut-être qu'il y a plein de gens qui ont peut-être pensé que c'était un apolitique, sans étiquette, etc., et qui s'aperçoivent aujourd'hui que c'est quelqu'un de bien à droite, très à droite, et qui pratique en plus une façon de gérer la mairie qui n'est pas acceptable. Donc, ce score-là, on peut tout à fait le renverser. Ici, ce que j'observe, c'est qu'aux législatives, le député NFP, donc ce que vous représentez en fait ici, en réalité, a fait un nombre de voix qui, au premier tour, était largement supérieur à celle du parti du maire. Donc ça donne tous les espoirs. Il n'y a pas de raison qu'ici, si vous allez chercher ces voix-là et que vous les mobilisez, vous n'arriviez pas dès le 15 mars, et ça sera un coup de tonnerre, à faire en sorte que Aziza Loumiya soit élu maire de Neuilly-sur-Marne. Et vous avez bien compris que c'est le message que je vous ai passé ici. Donc, le 15 mars, on vote tous pour la liste de gauche représentée par